right, wind 250 degrees, 1 3 knots. Clear. Clear the land 279 Delta 500. River green. Descend. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Expérience Shivan, le podcast. Aujourd'hui, on est à la base aéronavale de Lanbiwe à Lorient et on va rencontrer Quentin. C'est un jeune pilote de tout juste 30 ans mais qui a déjà une belle expérience aéro derrière lui. Il a fait du planeur, il a participé au cadet de l'air et là, ça fait 3 ans qu'il est donc sur la base aéronavale de Lanbiwe, sur Xingu. Il se prépare à la patrouille maritime sur Atlantique 2, donc on va parler de tout ça avec lui tout de suite. Salut Quentin. Salut Tom. On est très content de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu nous accueilles aujourd'hui sur ton lieu de travail, Oui. c'est ça? Alors dis-nous-en un peu plus sur la banne de Lanbiwe. Et bah, du coup, on est à la flottille 28F, Ouais. comme tu as dit, sur la banne de Lanbiwe dans le Morbihan. Ok, C'est la flottille des Xingu de l'aéronaval. Et voilà, nous sur la flottille qui fait du coup de la formation pour les pilotes avant de les envoyer, enfin, la fin de formation, on va dire, avant de les envoyer sur des machines plus grosses comme l'Atlantique 2 ou le Falcon 50. Donc en fait, c'est une flottille qui fait du mûrissement, en gros, on va dire. ok. Bon, tu vas nous parler de tout ça. Ouais. Dans un second temps, on va commencer par retracer un petit peu tout ton parcours aéro. Mhm. Un parcours qui a commencé finalement très jeune. Au départ, je crois que tu te destinais au métier de professeur d'histoire. Et puis, c'est un meeting aérien qui a tout changé. Ouais, bah, moi j'aimais beaucoup l'histoire. C'est vraiment un truc qui me passionnait. J'aimais les dinosaures. J'adorais le débarquement. Enfin, j'adore toujours. C'est des périodes qui me plaisaient beaucoup. Et vers 10-11 ans, c'est en voyant les premiers avions, alors je sais plus si c'était en meeting ou juste comme ça, voyant passer un avion de chasse, je me dis, ouais, trop, enfin, c'est stylé comme truc. Et après, bah, l'idée a fait son petit chemin. Et après, je me suis dit, ouais, c'est quand même mieux que prof d'histoire, quoi. Ok, t'avais quel Ouais. âge là? Je pense 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et donc après, ta première expérience, on va dire, avec l'aéro, c'est le planeur. Ouais, c'est ça. À 14 ans, tu passes de l'autre Ouais. côté de la... En La fait, barrière, j'allais souvent, dire. ouais, c'est clairement ça. En fait, souvent, moi, j'allais voir avec mes grands-parents ou mon meilleur ami, on allait à l'aérodrome voir les avions, parce que c'était juste à côté de chez mes parents. Ouais. Et on allait souvent du côté avion, et on regardait les avions. Puis en fait, il y a des barrières, donc on ne pouvait pas aller plus loin. Et un jour, on voyait les planeurs de l'autre côté de la piste. Et un jour, on s'est dit, tiens, on va essayer d'aller voir les planeurs pour changer. Mm. Et en fait, au planeur, il n'y a pas forcément de barrière. Du coup, les gens ils nous ont dit bah, qu'est-ce que vous faites là ça Bon, on vient voir. Ils disent bah, venez, on va vous emmener en bout de piste, voir les planeurs, les avions, tout ça. Et du coup, c'est vraiment là où je me suis dit ouais, c'est vraiment trop bien. Enfin, c'est la première fois que vraiment je montais dans un avion ou même dans un planeur. Et on m'a expliqué le parcours pour faire pilote de planeur, qu'il y avait des bourses pour les jeunes, tout ça. Ouais. Et là, je me suis dit ok, plus tard, je ferai du planeur. Super. Donc on peut commencer en fait le planeur assez tôt, enfin 14 ans, c'est Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, après, il y a la petite formation, etc. Après, on peut passer son brevet de pilote de planeur. Et on peut voler très tôt, seul, finalement, par rapport à l'avion où il faut attendre d'être un peu plus vieux. Mhm. Le planeur, c'est un peu plus jeune. Ok. C'était sur quel terrain? C'était à Moret, qui D'accord. est toujours mon terrain actuel, où je vais de temps en temps. Et qui se situe où C'est ça alors, dans le sud-est de la région parisienne, vers Fontainebleau. Ok. Voilà. Ok. Donc tu commences le planeur à 14 ans. Alors non, même pas, j'ai fait C'était vraiment... Là, j'ai même pas volé, je suis juste Ok, allé c'était voir, juste pour voir, ça marche. juste comment c'était, etc. Et mon premier vol en planeur, après, c'était à 17 ans. D'accord. Parce qu'à l'époque, j'avais pas assez d'argent, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer les heures, donc j'ai économisé, en fait, jusqu'à mes 17 ans pour pouvoir me payer les heures quand j'étais plus vieux, quoi. C'est ça. Faut compter combien pour un brevet de pilote de planeur? Franchement, avec les bourses, etc., je pense que moi, je payais 600-800 euros par an. D'accord. Ouais, ok. allez, un bon 1000 euros pour Ouais. faire une saison avec une trentaine d'heures de vol. Normalement, on peut s'en sortir. Quand on est jeune, ça peut faire une saison, quoi. Donc tu payes en fait, c'est comme dans un aéroclub, tu payes une adhésion. Ouais, il y a ça. Il y a club, donc et la ensuite, licence, l'adhésion au club. Et après, il faut rajouter les heures de vol. Ouais. Et le remorquer ou la treuiller en fonction du club où on est, quoi. Ça marche. Donc ta formation, elle commence à 17 ans. Qu'est-ce qui le déroulé de la formation en fait, planeur, comment ça Au se début, passe? j'ai commencé par un petit stage pour être sûr que ça me plaisait, même si j'avais pas trop de doutes. J'avais déjà fait un vol d'initiation en avion quand j'avais 16 ans. Mais là, du coup, je voulais vraiment me mettre au planeur. Donc, j'ai fait le stage, ça m'a plu.
C'était le premier été. À mes 18 ans, du coup, j'ai continué. Et après, j'ai été lâché assez rapidement. Le brevet l'année suivante dans la foulée. Enfin, voilà, Ok. et ça va assez vite, quoi. Donc breveté à 18 ans. 18 ou 19, ouais, quelque chose comme ça, 19, ouais. ok. Je sais plus exactement, mais ouais. Ça marche. Et ensuite, tu t'es orienté vers quelle pratique perso, en planeur? Qu'est-ce qui t'intéressait le plus Bah, au début, moi, c'était juste voler, être en l'air. Ouais. De toute façon, au début, tu es limité dans l'espace, tu n'as pas le droit d'aller trop loin, etc. Donc, du coup, tu restes au-dessus du terrain, tu essayes de rester le plus longtemps en l'air. On s'amusait à tenir celui qui rentrait en dernier, etc. Et puis après, il y a cette phase où tu fais ça. Après, tu as le droit d'aller plus loin. Du coup, bah, tu as forcément envie d'aller toujours plus loin. Ok. Au bout d'un moment, je recherchais pas la performance Pas ou la quoi. distance ou quoi. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était me balader. J'aimais bien me balader, aller loin, mais pas forcément, en fait, en fonction des journées. Et j'ai jamais après fait de compétition ou de voltige. C'est vraiment être en l'air et me balader qui me plaisait. Et te balader. Ouais. Et est-ce qu'il y a ce côté aussi analyse un peu de la masse d'air, Ouais. analyse de la Ouais. météo, Ouais. j'imagine que Ça, c'était un truc qui m'intéressait. En fait, c'était vraiment de te dire, bah, tu fais, je crois que j'ai dû faire 7h30 de vol une fois, sans moteur. C'est quand même dingue de te dire que tu peux faire ça sans moteur, quoi. Ouais. Et ça, c'était vraiment, enfin, c'est toujours un truc qui me plaît, c'est t'analyses le sol, la masse d'air. À chaque fois, ça change. Il suffit qu'il ait plu pendant 3 semaines. Bah, en fait, tu sais que tel endroit, ça va être détrempé, donc tu vas éviter d'y aller. Tu vas plutôt aller là où le sol est plus sec, etc. Bah, t'analyses aussi la masse d'air, tout ça. Ça va moins bien marcher en Ouais, thermique. ça va moins chauffer, ça. Donc, du coup, tu es toujours dans l'analyse, etc., de la masse d'air, du sol. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Tu es toujours en train de réfléchir, quoi. Tu n'es jamais dans ton planeur en train de te dire ok, c'est bon, c'est acquis. Non, tu es toujours, sauf si vraiment c'est une journée incroyable et il y a des cumulus partout, mais tu es tout le temps, même quand c'est incroyable, en fait, tu te dis ok, je vais prendre celui-là plutôt que celui-là, etc. Quoi. Ouais. À quoi tu vois s'il y a un cumulus qui est plus performant qu'un autre? Alors, déjà, tu vas regarder le sol aussi, savoir si ça va vraiment chauffer. Après, tu as la forme du cumulus. Bah, généralement, ça fait un beau triangle. Tu sais qu'au niveau du triangle, en fait, c'est là où ça va monter le mieux, quoi. Ouais. Donc tu essayes de te diriger vers ça. Après, ça s'enroule aussi des fois un peu. Enfin, ça fait des formes. Il y a des endroits où c'est bien noir parce que l'énergie se concentre là. Du coup, ça monte à cet endroit-là. Et puis après, des fois, tu penses que c'est le bon endroit. Et en fait, pourquoi aujourd'hui, en fait, c'est pas le bon endroit. Et du coup, c'est ailleurs. Et voilà, bon, c'est la théorie et la pratique, quoi. Mais la plupart du temps, c'est souvent la même chose, quoi. Et à partir de quelle altitude est-ce que tu commences à te dire là, il serait temps que je retrouve une pompe pour repartir? On se dit, normalement, c'est vers 600 mètres. Vers 600 mètres, tu commences à vraiment envisager de te poser. Tu regardes, ok, 600 mètres, c'est bon, j'ai des champs, je peux chercher une pompe. En dessous, tu commences vraiment à dire, ok, là, j'ai un champ, c'est bon, je vais me poser, quoi. Ouais. Okay. Tu ne prends pas trop de risques. Après, en compétition, forcément, tu descends ton niveau parce que c'est la compétition. Ouais. Mais quand tu es en vol comme ça, tu vas pas jouer, quoi. Tu as fait un peu de compète, justement? Pas du tout. C'est pas quelque chose qui t'intéresse? C'est pas quelque chose qui m'intéresse pour l'instant. Je dis pas que j'en ferai jamais. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse, non. Ça marche. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que on ait le droit en planeur d'aller à une certaine distance. Ça fonctionne comme ça? C'est-à-dire qu'il y a des échelons en termes de distance? En fait, au début, ton instructeur te signe ton carnet pour aller jusqu'à... Soit tu restes au-dessus du terrain et après, tu as le droit d'aller un peu plus loin et on te dit, tiens, aujourd'hui, tu vas aller tel endroit. Lui, il a vérifié que c'était safe d'y aller, qu'il y avait des bonnes conditions. Et puis après, tu passes ton brevet, etc. Et donc après, tu enlèves ces restrictions. Et après, tu peux aller le plus loin. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. C'est une histoire de zone de confort. Au début, tu n'oses pas aller à 50 bornes. Puis une fois que tu l'as fait, tu te dis, bon, c'était pas si terrible. Puis donc après, tu vas un peu plus loin. Et puis voilà. Ok. Et alors, petit à petit, ce qui t'a intéressé dans le planeur, c'est la transmission, l'instruction? Ouais, c'est clair. C'était un truc que j'aimais bien. C'était transmettre ma passion, parce que du coup, c'est ma passion depuis que j'ai 10 ans. Transmettre ma passion et donner envie aux gens d'en faire. Et montrer aussi aux plus jeunes que, en fait, c'est pas si compliqué que ça de devenir pilote, en tout cas de planeur. Pas si cher non plus. Et que c'est finalement facile d'y arriver. Et que tout le monde, finalement, peut faire pilote de planeur assez facilement, quoi.
Donc, tu as décidé de rentrer en formation pour être moniteur. Ouais. Je ne sais pas si on dit moniteur Ouais, ou moniteur, instructeur. instructeur. J'ai fait instructeur, donc j'ai fait quelques années quand même avant parce qu'on ne peut pas y aller comme ça. Voilà, j'allais dire combien d'heures de vol. Alors je sais plus combien d'heures il faut exactement, mais en gros, je suis rentré un peu après avoir eu les minima, quoi. Dès que j'avais eu les minima, je m'étais inscrit pour faire le stage. Ça marche. Et j'ai fait ma formation et après je suis devenu instructeur en 2018. Ok. Formation à la montagne, je crois que tu n'avais pas forcément l'habitude. Ouais, c'est ça. Bah, y a une première partie qui était à côté de chez moi, là, en simulateur, etc. D'accord. Okay. Où tu fais un peu de pédagogie, tu apprends un peu tout ça, tu refais un peu des leçons. Et après, tu es au Centre National, donc à Saint-Auban, là. Et là, du coup, c'est la première fois que je fais du vol montagne. Ouais. Et ouais, c'est impressionnant, quoi. Alors, dis-nous, quelles sont les différences entre la plaine et la montagne? Bah, la plaine, tu as toute ton étendue avec tes cumulus partout. Ouais. Donc bah, c'est facile, quoi. Il y a des cumulus partout. Et il y a des champs partout. Moi, surtout là d'où je viens, il y a des champs partout. C'est ça, pour poser en montagne. Pour poser en montagne, bah, en fait, tu as un petit carnet avec les champs répertoriés et tu peux pas aller où tu veux, quoi. Et donc ça, au début, bah, c'est une autre gestion du coup de ton vol. Tu sais que tu dois passer de champ en champ, de local de champ à local de champ parce que tu peux pas te poser, si jamais tu n'as pas d'ascendance, bah, en fait, tu vas pas te mettre dans la montagne, quoi. Donc, il faut que tu sois sûr de pouvoir aller soit dans un champ, soit sur un aérodrome. Toujours rester en finesse. Toujours rester en finesse, voilà, d'un terrain ou d'un champ qui est acceptable, quoi. Et puis, bah, tu colles le relief, c'est assez impressionnant. Tu voles assez vite, enfin, tu as l'impression de vitesse, en fait, quand tu es vers le relief. Puis, bah, y a quand même des ascendances. Donc, moi, je me rappelle toute ma vie, hein. Première ascendance que j'ai pris dans les montagnes, tu commences à enrouler, tu fais le virage et puis tu reviens et puis en fait bah t'as un mur à côté de toi, quoi. T'as la barre et là tu fais waouh, ok, bah, c'est impressionnant, quoi. Et puis tu le fais pas tout seul, hein, donc t'es avec un instructeur derrière qui t'explique, qui te montre et puis bah encore une fois tu recules un peu tes limites à chaque fois et à la fin bah on te laisse voler seul et puis bah t'as plus peur. Enfin, moi, j'avais pas peur, mais t'es plus en confiance et plus serein. Quand tu fais des vols comme ça, quoi. Puis tu as fini peut-être aussi par gagner un petit peu de capacité à lire l'aérologie. Ouais, il y a ça aussi. C'est que du coup, ouais, exactement, tu apprends aussi à lire l'aérologie de montagne, qui est un peu différente. Alors, comme je disais, tu as la théorie que tu connais à peu près, que tu revois dans le détail. Et en plus, tu as la pratique où là, bah, ils te donnent en plus des tips à chaque fois sur l'aérologie, parce que les monites là-bas, ils connaissent par cœur le terrain. Donc, ils te disent, bah, là, tu sais que ça monte quasiment tout le temps, machin. Voilà. Ok. Et peut-être sur un plan un peu plus technique pour ceux qui connaissent un peu planeur, tout ça, en montagne, il y a peut-être un petit peu plus de cheminement sur les reliefs. Avec les reliefs, c'est beaucoup plus facile. Ouais, voilà, il y a un truc qu'on appelle le parcours, en fait. C'est un chemin qui est plus ou moins tracé sur les montagnes. En fait, tu pars là-dessus et tu peux faire, je sais plus combien de bornes ça fait, mais tu peux faire une journée quasiment, enfin plus même, à faire des allers-retours là-dessus. Et en fait, tu sais que ça va, sur une belle journée, ça tient tout seul, quoi. T'as pas besoin de chercher les ascendances, quoi. Ok, donc c'est peut-être même plus facile à certains égards, enfin dans certaines configurations. C'est plus facile des fois c'est plus dur. Je pense que ça dépend vraiment des conditions du jour, quoi. Ok. Combien de temps t'as pris cette formation instructeur? Ça a duré 4 semaines en tout. D'accord. Okay. Donc une première semaine, comme je disais, où on a fait un peu de simu. 2 semaines de pratique avec des cours au sol, etc. D'accord. Et une dernière semaine qui était plus axée sur le vol en campagne, justement, montagne et plaine à la fin, quoi. Ok. Et tu parlais du simulateur au début, vous utilisez quoi comme... Alors c'est Condor, le simulateur. Voilà. Le fameux. Ouais, on utilisait ça. Et c'est hyper démonstratif pour les premières leçons. En fait, tu peux te poser, le moniteur te dit bah non, il faudrait plus dire ça comme ça, etc. Alors qu'en vol, bah, ça avance, enfin, tu peux pas refaire, quoi. Donc tu perds du temps si tu dois refaire. Là, au moins, tu mets sur pause. Bon, bah, on va recommencer, je te remets en arrière. Enfin, c'est hyper pratique, quoi. Ok. Et donc, ta formation terminée, tu es retourné vers chez toi, sud de la région parisienne. Ouais. Tu as fait de l'instruction, j'imagine, dans ton club. J'ai commencé l'instruction dans la foulée, la première année. Je sais plus combien d'heures j'ai fait la première année, quoi, mais bah, du coup, ça m'a vraiment conforté dans ce truc, quoi. J'étais vraiment super content d'en faire. C'était hyper intéressant. Et puis, du coup, je faisais les cours le matin. L'après-midi, on allait faire les vols. C'était hyper enrichissant et pour moi et j'espère pour les élèves que j'avais. Enfin, voilà, je me suis vraiment épanoui là-dedans.
Et puis j'imagine que c'est différent aussi en termes en fonction du type de public auquel tu t'adresses. Si tu es avec quelqu'un qui débute, au contraire, quelqu'un qui a déjà un peu plus de niveau, sur quoi vous travaillez en fonction des types de profils? Bah, au début, tu es avec des gens qui ont des fois jamais volé, qui font du planeur parce qu'ils ont fait un vol initiation, on leur a offert, ils ont bien aimé et ils poursuivent là-dedans. Tu as des gens qui arrivent parce qu'ils sont passionnés et que souvent des jeunes qui veulent en faire leur métier, donc ont déjà fait du simu, qui connaissent plein de choses et en fait, bah, tu les guides un peu, mais globalement, ils ont compris vite fait rapidement comment ça fonctionnait. Et puis, comme je disais, des gens qui viennent parce que le planeur, ça leur plaît, qui n'ont pas forcément dans l'optique de faire une carrière nautique ou quoi, et qui connaissent rien. Et là, du coup, tu pars de vraiment zéro à expliquer, quand tu mets le manche à gauche, ça tourne à gauche, quand tu mets le manche à droite, ça va à droite, etc. etc. quoi. Donc, effectivement, tu as un niveau de détail des fois qui est hyper précis, etc. Et puis, des fois, en fait, tu dis, bah vas-y, on va tourner à gauche. Et en fait, l'élève, il comprend directement comment ça fonctionne. Ok. Et donc, tu voles toujours en planeur aujourd'hui? Tout à fait. Ouais. J'ai repris l'année dernière avec la formation militaire. C'était un peu compliqué d'être régulier et puis ça coûte toujours un peu d'argent. Et j'avais plus trop le temps. Je me suis vraiment concentré sur ma formation. Et j'ai repris l'année dernière. J'ai refait mes qualifs instructeurs parce que du coup, j'avais plus mes qualifs, quoi. Et j'ai repris l'année dernière où je fais des semaines bloquées où je me dis je vais faire une semaine de planeur, donc je préviens, voilà, moi je serai là telle semaine si vous voulez, vous êtes sûr d'avoir un instructeur pendant une semaine. Et voilà, j'ai fait 3 semaines l'année dernière comme ça, dans mon club de Tours où j'ai commencé, quoi. Cool. Est-ce que tu as des souvenirs en planeur d'un super vol que tu aurais fait ou pas forcément, d'ailleurs même ça peut être des souvenirs humains, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans toutes ces années de planeur? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça fait, du coup, je suis rentré au club, je sais plus, mais il y a la première personne qui m'a montré les planeurs, etc., elle est toujours là. Je la revois encore de temps en temps et tout. Donc déjà, il y a un peu un esprit de famille et en fait, on se fait des amis qu'on revoit chaque été. Alors, je les vois pas tout le temps, mais quand je les revois, on se passe des super moments ensemble. Il y a un peu cet esprit-là que j'aime bien de camaraderie. Tu passes ta journée, le planeur c'est toute la journée, hein, globalement, tu arrives à 8h, tu repars à 19, 20, 21h. Et donc le midi, tout le monde mange ensemble. Le soir, souvent, on se fait pareil, on mange ensemble, on fait un barbecue tous ensemble. Et tu échanges beaucoup avec les gens, c'est ça que j'aimais bien. Et après, donc déjà, il y a tous ces souvenirs-là humains, comme tu dis, où j'ai passé des super souvenirs, des super étés là-bas. C'est une grande famille un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu une grande famille. Puis les anciens, ils sont toujours là pour te donner les bons tips. Enfin, je me rappellerai d'une fois où je suis rentré, justement, c'est un souvenir pas forcément bon. Je me suis vaché en rentrant, justement, parce que je ne savais pas faire la lecture du sol correctement à l'époque. Et je suis rentré, ça passait pas, j'ai préféré me vacher. Donc pareil, 600 mètres, je commence à chercher un champ. Je trouve mon champ, je me pose. J'appelle, je dis, les gars, je suis posé là, à tel endroit et tout. Ouais, pas de problème, on vient de chercher. Et le soir, quand je suis rentré, elle m'a dit, mais... non, en fait, cet endroit-là, tout le monde sait que c'est plein de flotte et qu'il n'y a pas d'ascendance à cet endroit-là. Ah bon? Non, moi je savais pas. Du coup, depuis, je redis à mes élèves, non, mais va pas par là, parce que là, c'est plein de flotte et tout. Et voilà, il y a cette transmission aussi que je trouve méga intéressante, en fait, et enrichissante, que tu as le midi, le soir, en discutant, en fait, avec tout le monde se raconte ses histoires. Et en fait, tu prends en expérience aussi en écoutant ce que les gens disent. Donc là, mauvaise expérience ce jour-là, de rentrer comme ça. Mais après, j'ai un super vol qu'on a fait, c'était un vol à plusieurs, à 4 ou 5 là, avec des potes. Et où on était. Chacun dans leur planeur. Ouais, chacun dans notre planeur. Et en fait, on se mettait un peu en ligne là. Et tu sais, t'essayes de monter. Ah, les gars, ça monte ici. Donc, du coup, tu te rapproches. Puis tu remontes un peu. Puis après, en fait, c'est l'autre qui est là-bas qui remonte. Donc, du coup, tout le monde se vient faire lui. Et en fait, t'avances comme ça sur des kilomètres et des kilomètres. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ascendance. Ok, on fait demi-tour. Et puis hop, chacun dit ok, là ça monte et on est rentré comme ça. Bon, à la fin c'était la course, celui qui est rentré le plus vite forcément, mais du coup on est tous rentrés et c'était vraiment top comme vol, c'était un super souvenir. Ouais, le vol de groupe en fait ça te permet de voler, j'allais dire, plus sécu, enfin, tu matérialises mieux la masse d'air. Ouais, c'est ça. Et puis là tu vois, on savait qu'il y avait devant, il y avait plus grand chose, donc on a dit ok, on en laisse un
sur la pompe où on est sûr qu'il y a une bonne Ouais, pompe. bien sûr que ça Puis les marche. autres, on va chercher à droite, à gauche. Ok. Puis en fait, dès qu'on avait plus suffisamment d'altitude, hop, on revenait sous celui qu'on avait laissé, on remontait et on allait chercher. Puis après, on a fait demi-tour, quoi. Mais du coup, tu as ce truc aussi de voler en équipe là où c'est super cool. Ta passion pour la transmission, du coup, qui s'est Ouais. concrétisée dans l'instruction, tu l'as concrétisée dans autre chose aussi, c'est que tu as passé ton CAEA. Ouais, ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? tout à fait. Du coup, j'ai commencé le planeur, donc, comme je dis, à 17 ans. Ouais, J'avais déjà lu beaucoup de livres d'aéro avant, même j'avais lu le bouquin pour le PPL, donc j'avais déjà un peu des connaissances en arrivant dans le planeur. Et j'avais pas le BIA, j'avais jamais eu l'occasion de le passer, donc j'ai passé le BIA quand j'étais en prépa. Et en fait, il y avait des candidatures pour le CAEA, donc certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. Et en fait, c'est ce qui permet d'enseigner le BIA. Et je me suis dit, go. Ouais. Et du coup, j'ai passé ce diplôme-là pour donner des cours de BIA. Et après, j'ai donné les cours. Alors, j'aidais un peu dans ma prépa. Il y avait déjà un prof, donc je l'aidais un petit peu. Et après, j'ai donné des cours en école d'ingé dans mon école le soir, là. Et on a fait passer le BIA, du coup, à des jeunes, des copains qui étaient là aussi, qui étaient passionnés, quoi. ok. Voilà, avec la sauce aéronautique de l'école. C'est un diplôme qui est compliqué à avoir ou c'est... Alors, c'était pas si ça se facile que prépare ça. comment? Moi, j'avais un peu révisé le programme du BIA, plus des trucs à côté. Et en fait, je me rappelle, moi, j'avais eu la navigation et c'était pas facile, quoi. Je me rappelle que le jury était assez dur. Parce que c'est un oral. Il y a deux choses, ouais. Il y a un examen théorique, donc de Ouais. connaissances théoriques, un Ok. QCM, là, je crois. Et après, tu as un oral, en fait, on te donne un sujet, tu as 2 heures, je crois, pour préparer. Et après, tu passes devant un jury où tu exposes ton sujet, quoi. Tu D'accord. fais un cours, en fait, tu leur fais un cours, quoi. Ok. Voilà. Très bien. C'est la première fois que je faisais ça, du coup. Donc, Bah ouais, j'imagine que, enfin même moi, donner un cours ouais, dans c'est quelqu'un, pas forcément évident. Ouais, hein. ouais, Ça tout à demande fait. de mettre en place un peu toutes tes Ouais, idées. et puis, qu'est-ce que j'ai envie que les élèves retiennent de ce que je leur dis, quoi, les trucs, C'est ça. les points clés, tout ça, c'est pas évident. Bien sûr. Alors, ton investissement dans l'aéronautique, il ne s'arrête pas là, puisque tu as aussi fait partie des cadets de l'air. Alors, raconte-nous un peu ce que c'est déjà. Qu'est-ce que c'est que Ouais. les cadets de l'air? Du coup, c'est une association avec l'Aéroclub de France qui, en fait, chaque année sélectionne. Alors, c'est une vingtaine de pilotes, donc pas forcément des pilotes d'ailleurs, c'est des gens licenciés Fédération française, pas que d'aéronautique, mais de planeurs, ULM, etc. Mhm. Même parachute. Et en fait, il y a une lettre de motivation envoyée. Ensuite, il y a un concours, donc on sélectionne des dossiers. Après, il y a un concours à l'Aéroclub de France, donc avec des écrits, c'est des QCM, c'est de la culture G. Il y a de D'accord. l'anglais, il y a un entretien avec plein de gens, donc des fédérations, des pilotes, etc. Quand tu dis c'est de la culture G, c'est sur tous les sujets Ah ou ouais. c'est, Ah ouais, c'était... d'accord. Alors, il y a un sujet, il me semble qu'il y a un test aéropur et il y a un test culture G. Je me rappelle de trucs où moi j'avais Demandez des quoi, par questions, exemple? je sais plus, mais qui a gagné la Coupe du Monde de rugby en 2002, un Ah truc ouais, du ok. genre, quoi. Ça va très très loin. Ouais, et Ok. franchement, ça balayait vraiment tout au niveau culture G, quoi. Et à l'issue, donc moi j'ai passé une première année ce concours. La Ouais. deuxième année, donc j'ai pas été pris, j'ai passé la deuxième année et en fait j'ai été sélectionné du coup pour partir en échange. En fait, tu as plein de pays qui participent à cet échange, donc tu as les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, enfin vraiment plein de pays dans le monde. Et en fait, chacun s'échange donc des cadets pendant 2 semaines. Alors en France, c'est une association civile, mais au Royaume-Uni, c'est un peu donc c'est la RAF qui organise ça. D'accord. Donc c'est un peu un camp de scouts version Ok. aéronautique, où ils font du planeur, ils font des activités liées à l'aéronautique, etc. Et moi, je suis parti en Israël, donc ça se fait plus trop en ce moment. Ouais. Mais je suis parti 2 semaines là-bas et c'était incroyable, quoi. J'ai vu plein de trucs. Ouais, alors juste pour revenir sur les cadets de l'air, donc tu es envoyé solo en fait. On était 2. Vous étiez 2? C'était toujours par binôme. D'accord. Je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 destinations où tu es tout seul, mais nous, on était 2. Toi en Israël, vous étiez 2 Français? Ouais, c'est ça, 2 Français. D'accord. On avait Américain, Royaume-Uni, Canada, on avait Hong Kong, Allemagne. Allemagne était tout seul, par exemple. D'accord. Mais ouais, on était pas mal de monde, ouais. Je sais pas combien de jeunes au Je total. pense qu'on était une quinzaine, nous. Une quinzaine? 15-20, quelque chose comme ça. Ok. Une quinzaine, ouais. Donc parti pour 2 semaines en Israël, raconte-nous le programme. Et bien déjà, ça a commencé en France. On a fait La Ferté-Alais, je crois.
Après, on a visité, donc là, on se rencontre tous à la Ferté-Alais pour la première fois, donc la promo de l'année. D'accord. Avec des anciens qui viennent, en fait, tout ça, c'est drivé par les anciens, en fait, à chaque fois, qui organisent pour nous les rencontres et tout. Donc, on avait fait la Ferté-Alais. Après, avant de partir, donc c'était en juillet, on s'est tous retrouvés à Paris. On a fait la visite d'Air France à Orly. Pareil, c'était incroyable. Hein, tu vois, tu montes dans le A380, ce truc-là. Moi, j'avais jamais fait ça avant, quoi. J'avais pris l'avion, je crois, une fois à l'époque, quand j'étais petit. Donc, c'était la première fois vraiment que je prenais l'avion de ligne et que je m'en rappelais, c'était à ce moment-là. On a visité Orly, les bureaux de Air France, etc. C'était top. Et après, donc, on est parti. Et en fait, on a été pris en compte en arrivant à Tel Aviv par l'armée de l'air israélienne. D'accord. Et en fait, on faisait deux soirs, à peu près 2 soirs souvent, en famille d'accueil et un soir sur une base. D'accord. Donc, on a bougé dans toute l'Israël. On a fait Jérusalem, Eilat au sud, Saint-Jean-d'Acre au nord, la côte syrienne, enfin la frontière syrienne. Frontière, ouais. Donc on a fait vraiment plein de trucs, c'était hyper intéressant et culturellement, parce qu'il y avait vraiment aussi des choses culturelles, il n'y avait pas que du militaire, et aéronautiquement, parce qu'on a fait du temps avec l'armée de l'air israélienne, on a vu plein d'avions, on a fait du C-130. Oui, première fois que tu t'as fait de l'Hercule. Ouais, c'est ça, incroyable. Ils nous ont pris du coup à l'aéroport militaire là, à Tel Aviv, et on est descendu dans le sud de l'Israël, à Eilat là justement, où ils ont une base pas très loin. Et ouais, on a fait du C-130. Il utilise pourquoi le C-130 Voilà, c'était de la liaison. Enfin, ouais. Okay. Pas très confortable. Mais... C'était pas très confortable, non. Mais c'était sympa. C'était sympa d'en faire, ouais. Okay. Et voilà. Donc après, on a vu des F-16 aussi, leur permanence opérationnelle là-bas, donc avec un F-16 armé jusqu'aux dents. Enfin, pareil, c'était la première fois, je pense, que je voyais un avion réellement armé. Et où le pilote il nous a dit en fait moi à tout moment je pars, enfin si vous entendez la sirène en gros vous dégagez, c'est que je pars et tout. Et tu fais ouais, ok, d'accord. Okay. Donc essentiellement des visites en fait sur des terrains militaires. Ah ouais, c'était ça, on faisait des terrains militaires, on a fait des bases d'hélico, base F-16, enfin on a fait une base école aussi, on a visité, on a fait vraiment plein de trucs différents, quoi. L'objectif des cadets de l'air finalement, il y a un rôle d'ambassadeur un peu. Ouais, exactement, c'est un rôle d'ambassadeur. Donc tu définirais? Ouais, ambassadeur, ouais, c'est ça. Et donc, tu es là pour discuter avec les gens, échanger. Enfin, c'était vraiment comme ça que je voyais le collègue allemand, il faisait du planeur. Donc, on discutait, tiens, comment vous faites chez vous le planeur? Ah, vous faites ça comme ça, c'est marrant. En France, on fait pas ça comme ça. Et après, pareil, sur les visites culturelles, etc., tu as aussi un rôle d'ambassadeur et un peu de représentation. On était souvent reçus par des maires, des choses comme ça. Donc, c'est aussi parler de ton pays, comment ça se passe. Voilà. J'étais ambassadeur de l'aéronautique au final. Ouais. Qu'est-ce que tu retires toi de cette expérience? Moi, c'était vraiment trop bien. Et ça m'a conforté aussi, de voir des avions de chasse, même si c'était pas l'armée française. Ça m'a un peu conforté aussi dans mon idée de devenir pilote militaire. C'est vraiment la première fois que j'étais vraiment un peu immergé dans le monde militaire aussi, même si c'était pas l'armée française. Et non, c'était hyper motivant, on va dire. Ok. Mais justement, on va revenir un peu à ton parcours pro. Le bac en poche, donc à 18 ans, tu as un objectif en tête, c'est d'être pilote. Ouais, tout à fait. Donc tu commences par EOPN. Ouais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je me suis fait bouler le premier jour. C'était la dernière session à Bretigny à l'époque. Bouler le premier jour, j'ai jamais su pourquoi. Mais voilà, bon, ça n'a pas fait. Okay. Et là, du coup, je me lance dans une prépa scientifique pour pas me fermer de porte. En gros, si je voulais faire l'ENAC ou l'armée de l'air en tant que direct, ou même l'école navale pour être pilote derrière ou autre. Ça marche. Voilà. Mais tu étais vraiment plutôt, toi, militaire au départ? Ouais, c'était vraiment d'abord militaire. Et si jamais ça marchait pas, j'aurais essayé de faire pilote de ligne. D'accord. Donc, ta prépa se met en route. Tu tentes l'ENAC? Oui. Ouais. Pareil, ça n'a pas marché. L'ENAC, alors moi, j'étais pas une tête, on va dire. D'accord. Les maths et tout, c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aimais bien la physique, mais je suis pas non plus une machine en physique, quoi. Okay. Et j'aimais les sciences, j'adore les sciences, mais je suis pas une tête. Et l'ENAC, je sais plus les notes que j'avais eues, mais vraiment pas incroyable. Et moi, surtout, ce que j'avais trouvé dur, c'était l'anglais. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. J'avais trouvé les épreuves d'anglais hyper difficiles. C'est souvent ce qui pêche, ouais. Ouais, voilà, je pense que là, vraiment, l'anglais, je m'étais pris... Les autres notes, c'était pas incroyable, hein, mais j'avais été surpris.
Je me dis tiens, je m'attendais à pire. Et l'anglais par contre, j'ai pris une claque. Je me dis ah ouais c'est chaud quoi. Ouais. Donc du coup à l'issue de cette deuxième tentative pour entrer dans l'aéro, donc tu continues ta prépa et ensuite vers quoi tu t'orientes? Alors là, après ça, j'ai mis un peu de côté en me disant ok bon là je suis lancé dans mon truc. Je vais essayer d'aller en école d'ingé, de préférence une école d'ingé aéro. J'ai pas eu d'école d'ingé aéro. J'ai eu une école généraliste, mais qui faisait ce que je voulais, du génie mécanique. J'avais un peu mis de côté les éopans, tout ça. J'avais gardé en tête toujours les éopans dans un coin de ma tête. Mais là, je voulais avoir un diplôme. C'est toujours ce qu'on m'a dit. En fait, essaye d'avoir un diplôme avant de tenter, parce que si jamais ça marche pas, bah, que tu aies quand même quelque chose derrière qui te plaise. Et moi, c'était pilote de ligne au pire ou ingénieur aéronautique. Je me suis toujours gardé ça en tête. Okay. Et finalement, l'école d'ingé, ça n'a pas marché non plus. J'arrivais pas. J'avais beau travailler, j'avais pas des super notes. Peut-être une question de motivation, je sais pas, mais je galérais, j'avais pas des super notes. Et au bout d'un moment, ils ont décidé de me renvoyer. Et du coup, tant mieux. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, au pied du mur, pas le choix que de réussir les éopans au final. Donc là, tu pars sur les éopans. Et ouais, je suis parti sur les éopans après. En 2018. Ouais. En même temps, donc du coup, j'étais plus à l'école, donc j'en ai profité pour faire ma formation instructeur, préparer les concours éopans. Ça l'a fait du premier coup, et du coup, je suis rentré dans la marine en septembre 2018. Super. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la Sélec, comment ça se passe? Ouais. Alors, ça a un peu changé depuis moi, parce que ça fait quand même quelques années. Ouais, ton époque. Mais à mon époque, on avait du coup la première partie, déjà, c'est le TIRFA, en fait, qui trie un peu, qui pose des questions, savoir s'il y a des vraies motivations derrière, parce qu'il y a quand même tout un processus quand même derrière, donc ça sert à rien de perdre du temps aux gens si la personne n'est pas motivée. Donc moi j'avais déjà eu des questions, des entretiens préliminaires au CIRFA, après tout le dossier, nanani nanana. Ensuite on faisait une semaine à l'Envéoc, donc là où il y a l'école initiée au pilotage, la 50S. Et donc là, il y a test d'anglais, test de culture aéro, test de sport, entretien d'anglais, entretien avec une psy, entretien avec des pilotes. Donc c'est une semaine qui est assez dense. Et à l'issue de ça, les dossiers ils sont sélectionnés. Ouais. On est envoyé à Toulon au SLPA, donc c'est le CMPN aussi, donc l'aptitude médicale. Ouais. On refait des tests psychotechniques. Il y a des tests psychotechniques aussi à l'Envéoc. Et après, on refait encore des tests psychotechniques, un espèce de simulateur aussi. Et à l'issue de tout ça, un entretien avec une psy aussi. Et à l'issue de tout ça, on sait si on est sélectionné ou pas pour intégrer l'EIP. Sachant que du coup, l'EIP, c'est encore une sélection, donc une sélection en vol cette fois. Ouais. Donc on a 14 vols à faire sur Cap 10 et on peut être éliminé en fait à chaque vol. Quoi. Voilà. Alors après, il n'y a pas non plus que le vol, il y a aussi le comportement qui joue, parce que bon, on est militaire, etc. Donc il y a aussi ça qui joue, mais voilà. Toi, c'était la première fois que tu volais sur le Cap 10 ? Ouais. Non, j'en avais déjà fait une fois. T'en avais déjà fait une fois ? J'en avais déjà fait une fois, j'avais fait un vol d'initiation, pareil, pour savoir finalement est-ce que la voltige ça me plaît, etc. Donc j'en ai déjà fait une fois, j'avais bien aimé, et là, j'en ai refait. Pareil, c'est un avion qui est trop bien. Enfin, les souvenirs que j'en ai, c'était trop bien. Tu fais de la voltige, c'est hyper fin comme avion, c'est hyper agréable à piloter. Alors c'est dur à poser parce que c'est un train classique, quoi. Ouais. Mais c'était top. Ouais. Et toi, t'avais jamais fait d'avion en fait Non, j'avais fait. Lâché tout de suite sur le Cap 10 et puis ça t'a pas perturbé Alors en fait, j'avais fait un petit peu de DR400 avec des copains par-ci par-là, mais j'avais jamais fait vraiment de vol en tant que vraiment pilote jusqu'au bout. Et oui, comme tu dis, du coup, les premiers vrais vols en avion, c'était sur le Cap 10. Donc au début, ça va parce que c'est faire de la ligne droite, des virages à gauche, à droite. Donc comme j'avais fait un peu du planeur, ça allait. Et puis en fait, très rapidement, on va te demander des trucs plus compliqués. Et en fait, t'as beau avoir fait du planeur ou de l'avion avant, en fait, ça devient, on te demande des trucs un peu plus compliqués. Et là, le niveau, en fait, ce qu'on dit au début, il y a une différence entre les gens qui n'ont jamais volé et les gens qui ont déjà une expérience. Puis en fait, très rapidement, tout ça se lisse et tout le monde a globalement le même niveau, entre guillemets. Quoi. C'est-à-dire, quand tu dis que ça devient plus compliqué, qu'est-ce qu'on te demandait après comme exercice ? Tu fais les 4 premiers vols, je crois que c'est monter-descendre de la manière, en gros. Ouais. Après, tu fais tout de suite, très rapidement, tour de piste, où tu enchaînes les tours de piste, etc. Et après, je crois que le 7e vol, tu fais de la voltige. Quoi. D'accord, ok.
c'est assez rapide. Ça vient très vite, effectivement. Assez rapide. Et au bout du 14e, en gros, donc le test final, tu fais, je dirais pas un cycle 1 de voltige, mais tu décolles, tu vas sur un axe, tu fais de la voltige pendant 10 minutes, tu as des figures imposées à faire. Tu reviens, tu fais des tours de piste et ta mission elle est finie, ton test il est fini. Donc c'est quand même en 14 vols, c'est dense. Ouais, justement, comment tu fais pour garder le niveau sur ces 14 vols? Est-ce que au sol, j'imagine que tu dois beaucoup cogiter, tu t'entraînes peut-être? C'est de la mécanisation, ça, on s'entraîne. Ouais. Donc tu as un cockpit de Cap 10 qui est à l'EIP là, et tous les jours tu faisais tes checklists, machin, avec les copains là, on se mettait tout le temps donc à deux. C'est important de tourner aussi de camarades parce que tout le monde n'a pas eu les mêmes retours. Donc tout le monde ensuite a les mêmes infos au final à force de faire ça. Et donc tu fais tes trucs avec les vitesses. Alors t'es là, tu visualises ton truc un peu comme la patrouille de France au final, même si c'est pas la même chose. Mais globalement, l'idée c'est ça. Et pareil, tu avais les boutons, machin. Donc le but c'était vraiment que ça aille vite pour faire les checklists et que tu saches où appuyer dans l'avion. Et donc tu fais ça tous les jours. On faisait tous les jours, on en faisait au moins un, je pense. Pendant les... presque pendant les 9 mois, je pense j'en ai dû en faire un tous les jours, quoi. Ok. Bon, donc la sélection en vol se passe bien. Ouais, ça a été. Voilà, 9 mois plus tard, du coup, tu es envoyé à Salon de Provence. ATPL théorique, là, du coup. Nous, on a commencé par les vols. Ouais. Après l'ATPL, je crois je sais plus si on avait revolé ou pas après l'ATPL, mais donc là, les vols, c'est globalement un PPL. Tu apprends à monter, descendre. Alors du coup, à l'EIP, on voyait déjà un peu tout ça, mais c'était de la sélection. C'était pas vraiment de l'instruction. Ouais, là, tu es vraiment là pour apprendre, quoi. Donc tu apprends tout ça. On fait les premières navigations aussi. On en fait un petit peu à l'EIP, mais pas beaucoup. Et donc pareil, tu apprends à naviguer en basse altitude avec la méthode chrono-carte-sol. Ouais. Tu en fais quelques-unes aussi. Je crois qu'il y avait une 25 vols. Un peu de simu aussi, parce que en fait après, t'en fais du simu. Donc là, c'était les premières approches aussi au simu, première approche du simu. Et puis la TPL théorique, donc le gros morceau, c'était ça, quoi. Le gros morceau, ouais. Ça a duré 6 mois à peu près, la TPL. Ouais. Plutôt compact. Compact. Ouais. Compact, ouais. Bien dense. Mais ça l'a fait. Ok. Et tu volais sur quelle machine à Salon? C'était sur du SR20. D'accord. Ok. Donc petite différence quand même entre le Cap 10 et le SR1. Pas du tout la même machine. Manche à gauche. C'est un peu bizarre au début. Puis après on s'y fait rapidement. Voilà. Après Salon, alors je crois que c'est là qu'intervient le Covid. Ouais, on a eu le Covid nous à la fin de Salon de Provence. Donc pas très longtemps avant de finir la TPL en fait, de faire les derniers modules. Et du coup 2 mois à la maison, toujours à bosser du coup la TPL. Ouais. Donc au moins on avait du temps pour travailler. Et je crois que c'est là que tu commences à te poser un peu la question de ton avenir. Est-ce que tu pars plutôt dans la chasse, plutôt dans le transport? Ouais, c'est ça. Et en fait, moi je voulais faire pilote de chasse depuis le début. Ouais. Et puis en fait là, je sais pas pourquoi, en sortant la tête du guidon à Salon, en ayant discuté finalement, en ayant vu aussi, parce que du coup, on voit plein de profils différents. Ouais. T'entends plein de choses. Alors tu parles beaucoup avec les gens en meeting et tout, mais t'es pas dedans, tu vis pas le truc, donc c'est différent. Et là, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est vraiment fait pour moi la chasse, quoi. Est-ce que c'est vraiment le truc que je veux faire? Est-ce que je me vois vivre comme ça? Est-ce que je me vois faire ça? Alors en gros, le truc que j'avais un peu gardé en tête, c'était en fait, quand tu auras fait du Rafale, oui, c'est bien le Rafale, mais en fait, derrière, c'est les missions, c'est la vie que tu as à côté, c'est tout ça, en fait. C'est un autre mode de vie, ouais. C'est un autre mode de vie, et puis, tu es tout seul dans l'avion. Voilà, il y a ce côté peut-être esprit d'équipe aussi. Esprit d'équipe, voilà, le truc que j'aimais bien au planeur, voilà, tu es tout seul dans ton avion. Et du coup, j'ai pris du recul un peu, et puis même de manière, mon caractère, est-ce que en fait, ça va le faire? Et je me suis dit, en fait, non, je pense que c'est pas fait pour moi. Donc grosse remise en question un peu. Et je me suis dit, non, en fait, je pense que c'est pas fait pour moi, je serais pas épanoui là-dedans. Du coup, avant de choisir notre orientation, on revoit une psy, c'est ce que je lui ai dit, et elle avait l'air d'accord avec ce que je lui disais, donc je pense que je me suis pas trompé. Et effectivement, maintenant, je suis hyper épanoui dans ce que je fais, donc je ne saurais jamais si j'aurais été épanoui sur du Rafale, mais en tout cas, pour l'instant, je ne regrette pas mon choix. Ça marche. Et donc, du coup, après cette période de Covid, tu pars à Cognac sur Grob 120. C'est ça. Et là, donc moi, je savais déjà que j'avais demandé multimoteur à l'issue du tronc commun. Okay.
Donc j'ai fait les vols, etc. Ça c'est pareil, c'est bien passé, Cognac, enfin standard. Après du coup j'ai été orienté multimoteur. Cognac ça a été assez rapide, je crois que j'ai fait 6 mois, quelque chose comme ça. Pareil c'était cool, c'est hyper intéressant. Tu vas un peu plus loin là, tu fais de la voltige, mais tu fais de la voltige. À Salon on n'en fait pas. Ouais. Voltige, début de l'IFR aussi. Donc là tout nouveau, j'avais jamais fait, j'avais jamais vu comment ça se passait. Okay. Donc pareil c'est assez cool. Un peu de travail quand même, parce que comme on n'a jamais fait l'IFR, au début c'est un peu compliqué, puis après une fois que tu as pris le pli, c'est beaucoup plus simple. Donc tous ces trucs-là, vol de nuit aussi, premier vol de nuit. Et après Avor. Et donc Avor là pour faire du bimoteur. C'est ça, là orienté bimoteur, donc voilà, sur Xingu, du coup. Là ça a duré un peu plus, ouais, 1 an et demi, bien plus, ouais, 1 an et demi bien tassé. Okay. Parce que j'ai eu des petits soucis de santé, du coup j'ai été arrêté de vol un petit bout de temps avant de reprendre. Et là c'est vraiment le step un peu, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de choses à voir. L'avion, bah, du coup, il est beaucoup plus gros, il va beaucoup plus vite, il va beaucoup plus loin. Enfin, en fait, c'est un peu le step by step, c'est l'envéoc, t'es dans entre guillemets, un mouchoir de poche. C'est ça, ouais. Donc à la fin, bah, en fait, tu connais tout par cœur, c'est facile. Ouais. Après Salon, bah, c'est un peu plus grand parce que l'avion, il va un petit peu plus vite. Mais bon, pareil, à la fin, bah, tu connais à peu près tout. Enfin, tu connais pas par cœur, mais tu sais à peu près où sont les trucs, etc. Ouais. Cognac, ça va encore un peu plus vite l'avion, donc pareil, c'est un peu plus grand, tu vas un peu plus loin. Ouais. Et quand tu arrives à Avor, bah, en fait, ton terrain de jeu, il est plus autour d'Avor, il est partout en France, voire en Europe. Quoi. En Europe. Et là, tu ouvres vraiment toutes les possibilités. Et là, tu apprends vraiment ton boulot de pilote complet, quoi, opérationnel et tout. Ouais. Donc beaucoup de boulot, mais hyper intéressant. Tu fais pas mal de missions sympas. C'est pas tous les jours facile, il y a des missions plus dures et tout, mais ouais. Et quand tu disais, tu arrives sur une machine qui est quand même un peu plus volumineuse que les machines précédentes. J'imagine qu'au départ, ça n'a pas dû être, pas forcément pas facile, mais ça demande un petit temps d'adaptation. Ouais, justement. Pareil, il y a du simu. Donc au début, tu fais tu fais du simu. Donc ça t'aide à vraiment à voir comment fonctionne la machine et à trouver les boutons, etc. Même si, pareil, tu fais des amphicabs régulièrement. Tu fais du simu et en fait, le simu te permet quand même de vachement dégrossir la machine. Moi, le truc qui m'avait frappé, c'est que tu es quand même pas loin des 2 mètres de hauteur quoi, quand tu es dans le cockpit. Ouais. Et le premier roulage, en fait, ça fait trop bizarre. Tu es habitué à être assis par terre en cab 10 et tout. Ouais. Et là, tu es comme ça, avec du coup un steering et puis des pédales. Tu te dis, ok, c'est un avion qui commence à... Ouais, tu commences à être sur un vrai avion. Quoi. Ouais. Et ouais, les premiers vols, c'est pas facile. Même les gaz et tout... ça a de l'inertie, c'est pas comme un moteur à hélice, quoi. Donc, c'est tous ces trucs-là qui sont un peu bizarres au début. Puis après, tu t'y fais, et puis à la fin, ça se passe bien, quoi. Ça devient normal. Ouais. C'était quoi le contenu de la formation, justement, sur multimoteur à Avor ? T'as tout le volet vraiment IFR, tout ce qui est réglementation, donc IFR, VFR. Donc tu passes ton IR, tu fais CPL, IR, non, c'est un IR civil qu'on passe. Ouais. Donc CPL, IR, ME, MCC, on passe tout ça à Avor. Donc le package complet. Ok. Et en fait, tu vois tout ça, tout t'amène à préparer en fait ton test IR et ton CPL à la fin. C'est ça. Et donc en fait, ton CPL, on te demande vraiment, la mission, tu arrives le matin, la veille, on te dit, tu simules qu'on va récupérer des passagers à tel endroit, faut les amener à tel endroit. Voilà, c'est ça les horaires. Okay. Tu te débrouilles. Et on t'évalue là-dessus, quoi. Donc combien de mois la formation là faut compter, je pense, une bonne année, année et demie de formation. Ouais. Ça marche. Et après avoir, donc, tu intègres la 28F. On se trouve là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de cette flottille ? C'est une petite flottille, on n'est pas beaucoup. Ouais. On est une 20-25, globalement quasiment que des pilotes. Et l'idée, c'est de faire la transition un peu entre l'école où en fait tu es hyper bon techniquement parce que tu fais que ça en fait. Tu fais que de la mania, des approches monomoteurs avec des pannes, etc. Tu as beaucoup de réglementations, etc., que tu révises vraiment tout le temps. Tu n'as que ça à faire, hein, tu es à l'école. Donc tu es très bon sur tout ça, mais tu n'as pas beaucoup d'expérience. Donc tu fais que des vols d'école, de formation, donc en fait, c'est pas tout le temps la même chose, mais il y a peu d'imprévus en fait, dans ce que tu fais. Et ici, du coup, c'est le lien entre l'école et l'opérationnel, où en fait, on va te demander de faire
un peu plus que de l'école. Et en fait, on va voler avec des vieux pilotes, souvent, D'accord. qui, eux, vont nous apporter l'expérience de, entre guillemets, l'opérationnel et le pragmatisme, en fait, d'une mission qu'on pourrait avoir après, quoi. Donc là, tu vas un peu plus loin aussi dans l'utilisation de l'avion, tu vas faire des performances. Enfin, à l'école, tu décolles toujours avec un instructeur et un élève. Là, bah, tu as des passagers. S'il fait chaud, bah, en fait, l'avion il va avoir d'autres performances. Donc, c'est surtout ça, en fait, tu essayes de regarder un peu tout pour te préparer pour après, quoi. Là, tu vas nous reparler justement un peu de cet avion, de ses performances, tout ça. Et donc, sur les types de missions qui te sont demandées, c'est quoi? C'est principalement de la liaison Alors nous, en fait, c'est de l'entraînement, du mûrissement, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Donc le but, c'est vraiment de faire des heures pour voir un maximum, entre guillemets, de cas de figure. Donc on fait de l'entraînement, donc pur et dur, où on va faire des tours de piste avec des pannes moteurs, etc. On va faire de la navigation basse altitude, comme on ferait à l'école. On va aussi faire de l'IFR. On va aller à l'étranger pour parler anglais, pratiquer l'anglais, mais aussi pour faire d'autres terrains que des terrains français. On fait des gros terrains. On a fait des terrains comme Amsterdam, qui est énorme, avec un tout petit avion comme ça qui n'est pas du tout fait pour. C'est hyper intéressant. Ouais. Et après, on va faire des trucs, on va faire des profils différents. On va partir en navigation basse altitude, passer en IFR, aller à l'étranger, revenir. Enfin, voilà, on essaye de mixer un peu tout pour s'entraîner sur tous les types de vols qu'on peut faire dans l'armée. Ça marche. Et on a aussi des missions ordonnées où en fait, on va faire de la liaison entre deux bases ou des aéroports, etc., pour soit emmener des passagers, soit de la logistique. Et ça permet aussi du coup de s'entraîner avec des vraies contraintes où on a des horaires, où la mission, il faut la réaliser, même si la météo elle est pas top, faut trouver une solution, etc. Et c'est là que c'est intéressant aussi, parce qu'on a des contraintes vraiment données. Parce que en vol d'entraînement, s'il fait pas super beau, on va dire non, on va pas le faire, il fait pas beau. Là, quand c'est ordonné, tu réfléchis à trouver des solutions et tout, comme tu ferais en fait sur des missions opérationnelles après sur des avions un peu plus gros, quoi. Tout à fait. Donc, des missions d'entraînement, des missions ordonnées. Et si tu devais nous expliquer, par exemple, un vol type, mettons une mission de liaison, comment ça se passe? Tu arrives le matin en fait, voilà. L'état-major à Paris, il nous ordonne de faire un vol. Donc, à telle heure, vous décollez, vous allez récupérer tel passager à tel endroit, vous les emmenez à tel endroit, etc. Donc, nous, on arrive 1 heure avant le briefing, enfin l'heure de décollage. On brief pendant 30 minutes. Après, on va à l'avion, on met l'avion en route, etc. On fait la tour avion, les checklists, les essais moteurs. On décolle, on fait nos rotations, etc. Et le soir, on rentre. On se débriefe rapidement, est-ce qu'il y a eu des trucs qui t'ont choqué aujourd'hui ou pas. Et puis voilà, donc en fonction des vols, des fois, tu fais des petites liaisons. Donc en fait, tu vas arriver, je sais pas, mettons que tu décolles à 9h, tu vas briefer à 8h. T'en as pour une demi-journée, t'es revenu à 14h, après tu vas chacun on a une tâche au sol, donc après tu fais ta tâche au sol, puis des fois tu pars toute la journée, tu vas décoller à 7h le matin, rentrer à 18h le soir, t'auras pas du tout fait, t'auras pas été à la flottille de la journée, et du coup forcément t'es un peu décalé, t'as des récupérations, parce que t'as quand même fait 14 heures d'amplitude de travail et de vol, donc le lendemain généralement t'es en repos le matin, voire en fonction des vols toute la journée des fois, mais souvent c'est le matin, et du coup tu viens l'après-midi et quand tu ne voles pas, tu fais ta tâche au sol. Ok. Voilà. Et justement, en rythme de travail, je me demandais, tu fais combien d'heures par mois, par exemple? On fait à peu près entre 3 et 400 heures par an, voire un peu plus pour ceux qui volent beaucoup. Et après, par mois, ça fluctue vraiment. Des fois, tu vas faire 30 heures, des fois, tu vas monter à 50, voire pas loin des 60. Ça reste quand même rare qu'on fasse au-dessus de 60. Mais on va dire un bon 40-50 heures par mois. D'accord. Et quelle est la proportion entre les missions d'entraînement et les missions ordonnées? C'est variable. Je pourrais pas te dire. Ouais, c'est variable. En fait, si on a des fois, on va avoir un petit peu plus de missions ordonnées. Du coup, forcément, tu fais un peu moins d'entraînement. Puis des fois, tu n'as pas du tout de missions ordonnées. Donc là, tu mets tout le monde en entraînement pour le jour-là, quoi. Tu voles donc sur le Xingu. Ouais, c'est ça. Parle-nous de cet avion, un petit bimoteur brésilien. Tout à fait. Du coup, c'est un petit avion. Ça se pose à peu près partout. Parce que c'est un avion qui est assez léger. Ça fait 5,7 tonnes en masse max. Donc, c'est assez léger. On peut prendre 6 passagers dans l'avion. Alors après, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu mets 6 passagers, tu peux pas forcément mettre un plein complet. D'accord, donc il est très vite limité sur la masse. Dès qu'il fait chaud, en fait, les performances, elles diminuent
drastiquement. Ok. Donc tu es toujours en train de regarder la température, le vent en altitude, parce que s'il y a du vent, comme c'est un turboprop, ça avance pas trop. Donc dès que tu as du vent de face, tu es ralenti. Ouais. Donc tu es toujours en train de regarder ça, la météo, parce que comme on disait aussi, on vole au 180. Donc tu es dans les CB, le givrage, etc. Donc il y a une grosse analyse météo à chaque fois qui est faite au briefing, justement pour trouver des stratégies, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça. Et puis après, c'est quand même moi j'aime bien, c'est un avion qui est simple. Le matin, quand on a les essais moteurs à faire, etc., on met 30 minutes, on va dire, à tout démarrer, etc. Et en journée, en 10 minutes, avec un équipage qui gaze bien, en 10 minutes, tu es en l'air. Ouais. Ça peut aller très très vite. Ok, ouais, un avion qui est plutôt simple, sympa à piloter. Ça. Quoi. Ouais. Tu parlais des conditions givrantes. En quoi c'est une limitation pour cet En fait, avion-là? comme on est en dégivrais pneumatique avec des boudins en fait, qui se gonflent pour casser la glace, il n'y en a pas partout sur le fuselage. Ce qui fait que déjà, quand tu es dans le cockpit, tu vois ce qui se passe à peu près sur les ailes. Et encore, il y a des endroits qui sont masqués par le moteur. Ouais. Donc tu vois pas tout. Mais surtout, il y a la queue. Il y a des antennes un peu partout. Donc en fait, dès que ça givre, tu sais que sur tes ailes, c'est à peu près bon. Mais en fait, le reste, tu vois pas. Et le but, c'est de pas voler dans les conditions givrantes. Donc si tu en as partout, c'est vite très compliqué, quoi. Un avion de ligne qui est réchauffé de partout, en fait, je pense qu'il se pose la question, mais il se la pose moins que nous, quoi. Ouais. Puis pareil, si tu givres, dès que tu sors le train, le train il va givrer. Enfin, il y a tous ces trucs-là, quoi. Et tu parlais du fait que c'était un avion qui se posait un peu partout. T'arrives à le poser en combien de... Faut à peu près 8 à 900 mètres pour le poser avec une masse, on va dire, standard. 800-900 mètres, ouais. Et au déco? Au décollage, entre 1003, 1005, 1006 si t'es vraiment chargé. Ouais. Donc c'est pareil, c'est des pistes, la plupart des pistes en France, elles font 2000, voire un peu moins, donc en fait tu vas quasiment partout, quoi. Ça marche. Et vous avancez à combien avec? Eh ben, on va dire à peu près 180 nœuds indiqués, 220 de true airspeed, quoi. Ok, 220, donc au niveau 180, tu disais... C'est à peu près ça, 220 ou 180, quoi. Okay, et en fonction des conditions météo et de ce qu'on veut faire, on va jouer sur les niveaux pour aller plus vite, moins vite, consommer moins. Voilà. C'est un avion qui est équipé IFR, évidemment. Oui. Ouais. T'en fais de temps en temps On fait la globale... Dès qu'on fait une liaison, on est souvent en IFR. Parce que c'est plus simple finalement. Mais si on a un slot ou quoi, on va annuler l'IFR, on va poser un VFR et on va partir en VFR avec une carte, comme on ferait à l'aéroclub, entre guillemets, quoi. Ça marche. Et tu disais s'il est c'est 4-1, donc tu descends 200 pieds, c'est 200 pieds, ouais. Donc quand tu es en Bretagne, c'est un peu limitant parfois. Un peu limite. Mais on a la chance d'avoir une super rampe du coup à Lorient. Donc même à 200 pieds, souvent tu vois quand même la rampe facilement et tu te poses quand même facilement. Ça m'est pas encore arrivé de me dérouter en arrivant à Lorient. Pour revenir à la flottille, la 28F, donc c'est une flottille qui prépare, tu nous le disais, d'un côté à la patrouille maritime et de l'autre à la surveillance. C'est ça, surveillance maritime. Donc pour envoyer sur les deux avions entre guillemets après la flottille 28F, c'est l'Atlantique 2 ou le Falcon 50, voire le Falcon 200 de temps en temps. Ça marche. Et je crois que tu connais un petit peu l'histoire de cette flottille aussi. Tu as travaillé un petit peu dessus. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter? C'est une flottille donc, qui a vu le jour en 1953, c'est ça? Ouais, même avant en fait. Donc avant en fait c'était la 8e flottille d'exploration pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été sur Catalina et après en fait ça a changé de nom à la fin de la guerre. Où là, c'est devenu la 8F, et après, c'est devenu la 28F, assez rapidement. Alors, j'ai plus les dates exactes en tête. Et donc, c'est la flottille qui a été envoyée faire la guerre d'Indochine. Puis après, elle a participé à la guerre d'Algérie aussi. Et donc, c'est la flottille ou une des plus décorées de la marine, quoi. Voilà. Et ça fait combien de temps qu'elle est à Lorient, là? Alors, elle est revenue à Lorient en 2010. Avant, elle était à Nîmes, Nîmes-Garons, sur l'ancienne base aéronavale. Et elle est revenue ici en 2010, je crois, quelque chose comme ça. Et sur Xingu depuis 2010 aussi. Depuis 2010 aussi. Avant, c'était quoi comme appareil? C'était des Nord 262. Donc, c'était plus gros que le Xingu. C'était pas exactement les mêmes missions. Ils avaient un radar en fait à l'avant, donc ils pouvaient faire du SAR, mais un petit peu, quoi. C'était pas un super radar, mais voilà. Donc c'était pas exactement la même mission. Il fait aussi de la liaison, de l'entraînement, mais ça allait un peu plus loin. Ça marche. Donc toi, tu destines à la patrouille maritime.
Ouais, En tout là, cas, c'est ce que, ouais, voilà, ce que t'aimerais bien? j'aimerais bien, ouais, Atlantique 2. Donc là, c'est ce que j'ai demandé pour la suite après la flottille. Ça marche. Et moi, ce qui me plaît, c'est l'avion déjà, Ouais. gros avion. Donc hyper intéressant. Et puis l'émission, un peu un couteau suisse, il fait un peu tout en fait comme mission. Il fait du secours en mer. Maintenant, il peut larguer des bombes, il peut larguer des torpilles, il peut larguer des missiles. Ok. Il fait un peu de renseignement. Enfin voilà, c'est vraiment un avion qui peut tout faire, quoi. Ça marche. Si on revient juste sur le concept de la patrouille maritime, en fait, qu'est-ce que ça, quel est l'objectif finalement de ça, En fait, correspond à quoi? c'est surveiller la mer, Ouais, ou surveillance c'est ça. maritime. Ouais. Mais en fait, tu surveilles donc principalement son rôle, c'est la chasse aux sous-marins. C'est fait pour chasser des sous-marins, aider nos sous-marins aussi. Mais voilà, c'est la surveillance des mers principalement. Donc, il peut faire de la lutte contre le narcotrafic. Enfin, c'est vraiment surveiller ce qui se passe sur la mer, quoi. Ok. Après, tu peux l'employer ailleurs. Il a été employé en Afrique, par exemple, Ouais. parce que en fait, il a une autonomie qui est assez importante. Du coup, il peut tourner en l'air. Et comme il peut larguer des bombes, en fait, c'est un bombardier entre guillemets qui est stationnaire au-dessus pour aider les forces au sol, quoi. Ça marche. Il y a combien d'ATL2 là qui sont déployés aujourd'hui? Alors déployé, je ne saurais pas te dire, Ok. mais en tout, je crois qu'il y en a une vingtaine, quelque chose comme ça. Une vingtaine. À Lorient, vous êtes combien? De Atlantique 2? Oui, pardon, il y a combien d'Atlantique 2 Ils sont tous basés à Lorient, donc une vingtaine, et après, il y en a qui sont déployés ailleurs. Ah oui, donc l'Atlantique 2, c'est un avion qui est bardé de senseurs, Ouais, finalement, ouais. pour ses missions. Est-ce que Mhm. tu peux nous dire un peu ce qu'on retrouve sur le cet appareil? premier senseur, entre guillemets, c'est la vue. Ouais. Donc, tu as un cockpit qui est un peu en forme de bulle, en fait, finalement, où on peut voir à 180 degrés. Donc ça permet à l'opérateur qui est devant de voir par exemple, je sais pas, un bateau au loin, ou prendre des photos, ou voir un périscope par exemple. Ça fait une petite traînée dans l'eau, il peut le détecter comme ça. Après, dans le cockpit, pareil, c'est une espèce de cockpit bombé en fait, et c'est un des rares avions où en fait, comme c'est bombé, si tu te tournes, tu peux voir l'arrière de l'avion. Donc c'est un peu assez rare, quoi, comme fait. Et il y a aussi deux grosses boules à l'arrière de l'avion de chaque côté, où pareil, tu peux voir à 180 degrés, donc tu peux mettre une tête et tu peux voir. Donc en fait, l'avion, tu peux voir quasiment tout autour, il n'y a que derrière où tu vois pas. En plus de ça, il y a un radar à l'avant, donc ça permet de couvrir la mer ou même le ciel, tu peux regarder dans le ciel avec. Tu as une boule optronique qui s'appelle une webcam maintenant, et pareil, donc ça permet de retranscrire ça sur un écran. Et tu vois, tu peux zoomer, dézoomer, prendre des photos, etc. Il y a le MAD à l'arrière, donc c'est une espèce de gros aimant qui permet de détecter, en fait, c'est avec ça qu'on peut détecter les sous-marins. Et puis il y a des antennes. Comment? Détecteur d'anomalies Ouais, c'est un magnétiques, détecteur hein, c'est ça? d'anomalies magnétiques, ouais. Ok. Ouais. Donc en fait, quand tu voles au ras de l'eau, le MAD il détecte ou non le sous-marin, une masse métallique. Et après, bon, il y a à confirmer que ça soit un sous-marin ou non. Mais voilà. Et après, il y a plein d'antennes tout autour de l'avion pour capter différents trucs. Ça marche. Une des missions, on va dire principales sur cet avion, c'est la lutte anti-sous-marine. Ouais, c'est ça. C'est un avion qui a été designé pour ça, quoi. La Ça, surveillance maritime et la lutte anti-sous-marine. Comment en ça se partie. passe, une mission de lutte anti-sous-marine? Alors, soit tu sais qu'il y a un sous-marin qui est plus ou moins dans cette zone. Ouais. Le mieux, c'est d'avoir un sous-marin, d'avoir un Atlantique 2, une frégate et un hélicoptère. C'est un peu le trio gagnant où quand les trois travaillent ensemble, c'est facile. Après, si tu as juste un avion, faut savoir qu'il y a un sous-marin dans cette zone. Après, soit tu vois son périscope à la vue et du coup, ça fait une petite traînée dans l'eau. Puis après, tu confirmes avec le MAD, par exemple, que tu as bien un sous-marin. Ouais. Soit tu fais des allers-retours avec le MAD et tu as des techniques pour trouver où est-ce qu'il est. Mais voilà, ça peut durer des heures, quoi. Une mission de lutte, ça peut durer jusqu'à 8 heures à chercher. Jusqu'à 8 heures, ouais. Ouais, c'est un avion qui a une autonomie jusqu'à 15 Ouais, heures, c'est hein, je crois. une grosse autonomie. Alors, je ne saurais pas te dire exactement, mais ouais, tu peux faire facilement 12 heures de mission. Ouais. Et ça implique de descendre très bas, ce type Ouais, de mission? du coup, il faut descendre quasiment au ras de l'eau pour que le MAD derrière soit comment dire, opérant facilement, efficacement. Donc, ouais, tu descends au ras de l'eau. Donc,
c'est assez touchy au niveau des commandes, a priori. Évident, ouais, c'est un avion, Donc en fait, il y a des modes de PA, de pilote automatique, que tu peux verrouiller. Enfin, tu vois, tu peux verrouiller des axes. Et en fait, souvent, tu verrouilles le tangage. Comme ça, tu peux juste tourner et ton avion, il garde de son altitude, quoi. Ok. Et donc, tu peux faire facilement des passes au-dessus de l'eau, comme ça, quoi. Ça marche. Et ça, oui, qui n'est pas formé forcément sur le Xingyu. Alors, sur le Xingyu, on ne peut pas descendre autant, en fait, aussi bas avec le Xingyu, tout simplement parce qu'on n'a pas ces modes-là de pilote automatique. Donc, ça devient un peu dangereux de descendre si bas. Mais après, nous, on fait un peu de formation à la fin et à l'école aussi, on en fait de tout ce qui va être secours en mer, largage de chaînes SAR, prise de photos aussi de bateaux, etc. Mais on ne fait pas de trucs aussi bas que l'Atlantique 2 et on ne s'entraîne pas non plus à chercher les sous-marins avec le Xingyu, quoi. Ça marche. Si tout se passe bien, tu serais sur Atlantique 2 d'ici combien de temps J'ai pas trop d'idées. Je pense au moins 1 an, voire un peu plus. Mais voilà. En gros, la moyenne ici, à la flottille, c'est entre 2 et 3 ans. Donc, ça fait déjà 2 ans. Donc, sûrement encore 1 an, un petit peu plus peut-être. Mais ça marche. Voilà. Cet épisode va bientôt toucher à sa fin. Je te propose peut-être de revenir sur quelques anecdotes un peu qui t'ont marqué sur tout ton parcours de pilote, que ce soit en Xingyu ou en planeur. Est-ce que tu as quelques anecdotes qui te reviennent là, de ton parcours? Déjà, le truc moi, qui m'a un peu marqué, c'était mon passage commande bord sur Xingyu. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis septembre. Depuis septembre, et en fait, je trouvais que c'était un sacré step. Même à l'école, à chaque fois, tu montes en avion, enfin, entre guillemets, en gamme, en avion à chaque fois, qui va plus vite, plus loin, etc. Mais le passage commande bord, c'est la première fois où, en fait, le mec d'à côté, il sait moins que toi. Et il a moins de responsabilité que toi. Et en fait, c'est lui qui te regarde, qui te dit, du coup, on fait quoi? Et là, ça fait bizarre, parce que en fait, tu as la responsabilité de personne, quoi, d'un avion et de passagers. Et là, le step, il est assez gros. Et le premier vol que j'ai fait en tant que commande bord, c'était une mission sur 3 jours. Il y avait des orages, etc. Donc, en termes de prise de décision, je me suis dit, là, il y a un step qui est passé, quoi. Super. En tout cas, on te souhaite bon courage et bonne continuation dans la suite de ton parcours. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir été avec nous. Merci d'être venu. Super sympa. Donc voilà pour l'épisode avec Quentin, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez le retrouver donc sur notre chaîne YouTube juste ici et sur les autres plateformes audio comme d'habitude. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres sur l'expérience Shiban. Merci, à plus.